présentation de toutsurlehockey.com. Épisode 44 du TSLH Podcast. Je suis accompagné aujourd'hui de Pascal. On fait l'épisode à deux. Pascal, très content de t'avoir avec moi pour ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Je ne sais pas si ça va être notre dernier de l'année, mais assurément que c'est notre dernier avant Noël. Donc, oui. Avant que je l'oublie, on va souhaiter un joyeux temps des fêtes à nos auditeurs. Malgré tout ce qui se passe présentement, n'oubliez pas une chose, c'est que la garde rapprochée, là, c'est important. Je sais qu'il y a des mesures qui vont être prises pour les familles et tout ça, mais n'oubliez pas quelque chose. La famille, c'est important, il faut en prendre soin. Fait que profitez-en pour lâcher des coups de fil, voir les personnes qu'on a le droit de voir, parce qu'au moment d'enregistrer, on est un peu dans le néant. Mais bref, toute l'équipe de Tout sur le hockey vous souhaite des joyeuses fêtes. Nous, aujourd'hui, on vous a préparé un épisode qui parlera pas de COVID parce qu'on était écœurant en sacrament d'entendre parler. Ouais. L'aspect COVID est fait. On en a parlé un minimum, mais on n'en parlera pas. La Ligue nationale est en pause. Fait que nous, on se concentre aujourd'hui sur le World Junior, donc le championnat mondial junior que, au moment d'enregistrer, a toujours lieu. Donc, on va discuter de ça. On va y aller avec des petites prédictions puis des petites discussions par rapport à ça. Puis après ça, on va enchaîner avec nos chroniques personnelles qu'on vous a préparées pour cet épisode-là. Je ne sais pas si le petit planning te va, Pascal, pour ce soir. Non! Ok, non! Oui, c'est bien correct. C'est beau. Ça fait beau, on coupe, on s'en va. Oui, tout est beau de mon côté. Parfait. L'épisode vous est présenté par Barbe Noire. Puis au passage, on remercie tous ceux qui ont participé au concours sur notre page Facebook. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont participé. On félicite aussi notre gagnant qui s'est mérité une belle boîte festive que j'ai reçue, que j'ai dégustée. Et on n'est pas dans un podcast de Ricardo de cuisine, mais je vous confirme que les produits de Barbe Noire, c'est un orgasme culinaire. Ouais, c'est de la bonne bouffe. C'est vraiment sérieusement, bon. J'ai goûté au bacon fumé, puis la sauce barbecue, je le répète, mais ça se boit à paille, là. Pour vrai, c'est très bon. Les ailes de poulet également. Bref, allez voir le site web de barbenoire.com. Vous allez assurément trouver une boîte ou des produits individuels qui vont vous plaire, puis la livraison se fait dans des boîtes qui va conserver en fait la fraîcheur des produits. Fait que c'est vraiment, vraiment de bonne qualité. Donc, merci beaucoup à Barbe Noire de commanditer le podcast. Barbe Noire, Barbe Noire, oh, Barbe Noire. Pour le bacon, le saumon fumé, les côtes levées et tout ce qui va à côté, rien ne se compare à Barbe Noire. Tout est fait maison, avec cœur et passion. C'est pour ça que c'est bon, Barbe Noire. T'as pas besoin de le croire, juste à aller voir. barbenoire.com. Championnat mondial junior, Pascal. On parlait dans l'intro qu'on allait soumettre des prédictions. Ouais, je te vois à l'écran. On va se croiser les doigts. Ouais, puis les orteils parce que on aimerait que ça ait lieu, là, tu sais, avec la Ligue nationale qui est en pause pour quelques jours, avec un temps des fêtes qui s'annonce, comme on le disait, un peu plus terne. Nous, comme amateurs de hockey, comme amateurs de prospect, c'est notre petit cadeau du temps des fêtes, puis on veut l'avoir, c'est sûr. Mais bon, on va commencer en fait par nos prédictions. On est préparé 3 chaque.
Je vais partir le bal. Comme ça, tu vas avoir le temps de réfléchir à tes choses pour ne pas ne pas voler mes takes. C'est bon. Ma première prédiction, c'est concernant l'équipe canadienne, Team Canada. Je pense que Cole Perfetti va terminer premier marqueur de ce tournoi-là cette année. Premier marqueur du tournoi, Cole Perfetti. Ouais. Ça a d'allure. C'est pas un mauvais take. Je pense pas que c'est un mauvais take, sérieusement. Puis pour vrai, tu sais, vous allez voir, là, la plupart des prédictions que je fais, c'est vraiment par feeling. Là. Mais je pense que de la façon que Perfetti joue dans la Ligue américaine, c'est un petit peu difficile de penser qu'il ne performera pas dans ce tournoi-là, mais je pense qu'il va vraiment détruire la compétition. Tu sais, il était très près d'un rappel, là, d'après moi, de la façon qu'il jouait avec le Manitoba dans la Ligue américaine. Puis il a joué en Ligue américaine aussi l'année passée. Donc là, il y a comme une saison et demie. Ben, au nombre de matchs, c'est l'équivalent d'une saison, mais quand même. Ouais. Quand on parle d'une saison et demie d'expérience chez les professionnels, tu arrives dans un tournoi avec des 18, des 19 ans, dans un jeu qui risque d'être peut-être un peu plus ouvert que la Ligue américaine, qui est une ligue un petit peu plus axée sur les systèmes défensifs, sur l'expérience. Moi, je pense que Cole Perfetti, on peut s'attendre à une production très, très haute de lui dans le tournoi. Mes attentes sont très hautes. S'il fait pas un point par match, je suis excessivement déçu. Puis j'irais même jusqu'à dire que s'il fait pas 1.5 points par match, je suis très, très, très déçu. 1.5 container. Je sais pas encore. J'ai pas. Dans les derniers jours, j'ai moins suivi l'actualité. Là, mais je sais pas. Ton feeling sur avec qui il va jouer, Perfetti, sur son trio, ce serait quoi? Je pense que Simon en a parlé dans sa vidéo, mais j'ai pas regardé sa vidéo. Il va assurément jouer sur le premier trio. Donc, ça sera pas avec Wright, ça sera pas avec Bedard, ça va être avec... dans le fond, Bourg vont jouer loin dans la formation. Kent Johnson, probablement McTavish. Des bonnes chances. Neighbor. Je pense que McTavish va être avec Perfetti sur le premier trio. Et ça va être soit Gunther, soit Johnson, selon moi. Probablement Johnson, là. Je pense qu'à la dernière pratique du Canada, Gunther s'entraînait sur le 4e. Là. Je pense que j'ai vu passer ça. Okay. Ouais, ben, quand tu te permets d'avoir Gunther sur le 4e trio, c'est parce que ta profondeur est pas mauvaise. Puis tu sais, c'est pas un gars défensif, là. Ouais, exact. Puis si, mettons, le scénario se concrétise que Perfetti joue avec McTavish, on s'entend que Perfetti va tellement créer de l'espace à McTavish que ça va être... Lui aussi va probablement ramasser des buts à appelter. Oui, ça va être vraiment intéressant. McTavish, puis McTavish est vraiment un gars nord-sud qui va être capable de foncer au net, de prendre pas nécessairement de plein mise en échec, mais capable d'absorber tous les contacts. Puis c'est pas nécessairement un tournoi full physique. Donc, je pense qu'il va être capable quand même de ressortir au fond dans ce tournoi-là, de par son style de jeu et du fait qu'il joue dans les secteurs vraiment payants. Donc, avec une équipe aussi talentueuse. Il y en a qui disent que c'est pas tant talentueux, mais si tu mets Bedard, qui va sûrement être utilisé vraiment dans ses forces, mais selon moi, ça c'est un de mes takes, je vais en dire un tout de suite. Bedard va commencer vraiment comme spécialiste un peu d'avantage numérique, puis une fois de temps en temps. Puis il va prendre du galon à mesure que le tournoi avance. Et je le vois terminer dans le top 6 avant la fin du tournoi. En tout cas, j'espère sérieusement, parce que même s'il est vraiment jeune, 16 ans, c'est un phénomène, ce gars-là. Il joue à vitesse élevée tout le temps. Il pense la game vraiment rapidement. Puis il est capable de voir en avance tout. T'sais, oui, il y en a plusieurs qui chialent sur son début de saison, tout comme il y en a qui chialent sur le début de saison de Shane Wright, sans vraiment l'avoir vu jouer, juste en regardant ses stats, puis en se basant sur du monde qui font juste des takes pour faire des takes. Là. Mais Bedard et Wright, selon moi, dans ce tournoi-là, vont pas confondre les sceptiques, mais ils vont juste remontrer au monde à quel point ils sont élites comme joueurs. T'sais, juste Wright cet été, là, Bedard aussi cet été pendant la U18, là, c'était quelque chose à voir. C'était vraiment...
tout cas, c'était vraiment des bons joueurs pour l'équipe du Canada. Surtout Wright avec les buts qu'il a fait. J'espère pour lui qu'il va être capable de montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il va probablement avoir un rôle de 2-3e trio, là, Wright. C'est bien correct comme ça. Il va avoir des bons alliés. Donc, mes takes, ça serait que Bédard va augmenter dans les trios, puis il va montrer à tout le monde son talent. Puis Wright va juste confirmer un peu plus au monde qui ne le regarde pas jouer pendant tout que non, il est vraiment first overall cette année. Si je fais du pouce sur ton take concernant Bédard, je te lance une question. Oui. À toi de te mouiller ou non. Qui aura le meilleur tournoi entre Connor Bédard et Matvei Michkov? Ça va probablement être Michkov, parce que dès le départ, Michkov va être mis sur le top de l'équipe, probablement direct sur le top 6. Il va jouer sur le premier avantage numérique. La Russie a des façons de faire un peu différentes du Canada, donc ça pourrait être d'un bord ou de l'autre. Il joue quasiment pas, mais il joue au fond. Mais il a joué dans la KHL, quand il était bon, il domine complètement la MHL aussi quand il a joué dans la MHL cette année. La MHL étant la Ligue junior de Russie, il y a la MHL, la VHL qui est comme la Ligue américaine, si vous voulez, puis la KHL qui est la Ligue pro. Mais dans la KHL, il était quand même bon. Puis dans MHL, il est excessivement dominant. J'ai hâte de voir son utilisation, mais selon moi, il va vraiment dominer ce tournoi-là dans le top 3 des meilleurs joueurs. Probablement l'équipe d'étoiles. Je me mouille. Oh! Parce qu'il va être mis dans des situations qu'il peut dominer. Ouais. Non, c'est ça. Mais ça va être le fun cette année. Puis, tu sais, on peut conclure le point Bédard, ouais. Michkov et autres. Ça va être le fun parce qu'on a comme un peu le triumvirum. J'ai écrit un texte là-dessus. Puis, tu sais, je suis pas prêt à dire que c'est le top 3 canné pour le repêchage 2023. Mais... Tu sais, on parle de Bédard, on parle de Michkov, mais il va y avoir aussi Dalibor Dvorsky pour la Slovaquie. Puis lui, là, au Linka, oh là là, c'était plaisant à regarder jouer. Il était très dominant là, au sein de l'équipe de la Slovaquie, qui a une bonne équipe là, cette année. Là. Ça va être le fun de voir au championnat mondial junior comment ils vont performer avec Stavkovsky, puis Nemetz, Meichar. Puis je pense que Molnar, es-tu là? Le gars que tu parlais l'autre jour? Il est pas là. Il est pas là, Andrzej Molnar. Puis je suis vraiment déçu parce que c'est un genre de... C'est pas Seth Jarvis, mais c'est un genre de Seth Jarvis là, vraiment dynamique. Il essaie plein d'affaires, des bonnes mains, un bon shot, une bonne vision. Ça aurait tellement été le fun de le voir là, mais non, il est pas là cette année. Mais en tout cas, c'est ça. On a comme 3 Top Guns du repêchage 2023 en plus qui vont possiblement jouer dans des rôles... En tout cas, Michkov va jouer dans un rôle important, c'est sûr, pour la Russie. Dvorsky aussi. Puis maintenant, ben, si on suit à ton take, Bédard aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir ces 3 genoux-là en action. Ouais, même pour le repêchage 2022, il y en a des très intéressants aussi avec... on va en parler sûrement. Yes. Deuxième take pour moi, j'y vais avec... Jesper Wallstedt sera le MVP de ce tournoi-là. Oh! MVP. OK. Ouais. Non, mais je vais concéder un peu de crédit parce que c'était une discussion avec un coéquipier de hockey qu'on avait qui me lançait ça, puis j'étais entièrement d'accord avec ça. Moi, j'ai bien aimé son rendement l'année passée. Puis je pense que là, la porte est ouverte pour qu'il goal pas mal tous les matchs. Puis je pense que la Suède a un bon club aussi pour aller loin. Je les aime moins un peu. Moi, j'ai vu sa médaille d'or, la Suède. Pas la médaille d'or, la médaille de bronze, excuse. Ouais. C'est probablement que ça va être plus haut que ça, là, mais moi, je les vois pour le bronze. J'aime pas nécessairement leur top 6 à fond, mais je suis sûr et certain qu'ils vont juste me ramasser. Et Wallstedt, Wallstedt, je pense qu'il a une bonne saison, en fait, en Suède. Puis je pense je pense pas qu'il fasse un Askarov de lui-même. Là, l'année passée, Askarov a été décevant. Puis Wallstedt a été bon, je pense, pour la Suède. Il a été très bon. Il est stable. Il est plus stable. C'est ça. Il est plus stable. Puis je pense qu'avec la défensive que la Suède a, je pense que ce serait pas impossible, justement, qu'il devienne le MVP du tournoi. Donc pour l'instant, pour résumer, Perfetti, premier marqueur du tournoi, mais MVP
Jesper Wallstedt. C'est pas fou, sérieusement, comme take, là. Moi, je pense que la Russie va terminer le premier, la médaille d'or. Canada deuxième, puis Suède troisième. Hey, c'est États-Unis, intéressant, ça, Pascal. États-Unis tassé, je vais de même, là. Ah, Je vais de ouais. même. Puis États-Unis va finir quatrième, Finlande cinquième. Très décevant pour la Finlande. Il y a quelques noms là-dedans qui sont intéressants pour la Finlande, mais bref, c'est pas grave. Dont Joachim Kemmel, qui, je crois, va décevoir un peu. C'est le genre de tournoi qui pourrait être bon, mais je pense que la Finlande va... De ce que j'ai vu à date là, dans les espoirs de la Finlande, ce qui m'intéresse un peu moins dans les dernières années, c'est qu'ils, même s'ils sont bons, ils vont jouer un peu plus individualiste comparativement à ce qu'on a déjà vu de la Finlande. La Finlande, c'était un club qui jouait souvent en équipe, puis qui jouait un système serré, puis c'est ce qu'on voit pas dans la Liga, généralement. Mais ils sont comme dénaturés un peu plus là, de ce que je vois au U18, après ça, aux 4 Nations cet été. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont être un peu plus individualistes là, dans leur façon de jouer, puis ça va les brûler. J'aime mieux les USA, mais je pense que la Suède va être meilleure à cause de Wallstedt. Dommage pour Couler, que j'adore, mais des États-Unis, mais bon, bref. Je pense que la Russie va gagner sur le Canada. Et après ça, la Suède, troisième. Puis qui va gagner qui va gagner le MVP? Est-ce que ça va être Mishkov ou bien Askarov? Je le souhaite à Askarov, personnellement. J'y souhaite solidement pour comme un peu racheter là, ce qui s'est passé. Puis, avec la défensive qu'ils ont cette année, il y a Grudinin qui est éligible au prochain repêchage. Il y a Kirsanov, qu'on adore, toi et moi, qui avait vraiment été excellent l'année passée, qui va juste être meilleur cette année. Mok Modolin, qui va probablement être bon aussi, qui est un joueur très physique. Fait que, déjà, ça fait un top 3, top 4 qui est pas mal plus intéressant et plus stable que ce qu'on a vu. Les autres, j'y connais un peu moins. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais avec l'offensive qu'ils vont avoir, très hâte de voir ce que ça va donner. Je leur souhaite l'or, personnellement. Je pense que je vais me tirer dans le pied. Mais c'est pas grave, je vais faire comme l'Archie, je vais lancer ça, puis je m'en fous. Moi, je te dirais que j'ai longuement hésité, puis finalement, je l'ai pas mis dans mes takes, mais parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je vais avancer à l'instant. C'est pour ça, au début, je trouvais ça intéressant que tu amènes ça, le fait que la Russie va finir premier. Moi, je les vois même pas gagner de médaille cette année. C'est bien correct. C'est bien correct. Comme je dis, je lance ça de même. En fait, j'aimerais beaucoup ça que la Slovaquie soit sur le podium. Ça, j'aimerais vraiment ça. Mais... Écoute, je pense que la Slovaquie, je pense pas qu'ils se rendent à une médaille. Non. Je pense qu'ils peuvent être réalistes en se disant qu'ils peuvent concourir pour la médaille de bronze. Mais ce serait vraiment dans le meilleur des scénarios, à mes yeux. Mais tu sais, ça pourrait être comme une genre, tu sais, comme l'Allemagne, là, des fois, là, dans les tournois internationaux. Là. Tu sais, l'Allemagne, des fois, ils sortent de nulle part parce qu'ils ont comme 2-3 bons joueurs, puis ils se frayent un chemin, tu sais, jusqu'au parcours des médailles. Puis, je pense que la Slovaquie a le potentiel de le faire cette année. Mais je pense pas qu'on puisse parler de médaille. Puis, si c'est le cas, ça va être vraiment le fun, là, pour vrai. Ouais. Pour le hockey, c'est bon, puis tu sais, à un moment donné, ça fait changement, là, du Canada, États-Unis, Canada, Russie. Là, on veut faire changement un peu. Exact. Moi, je pense... Là, écoute, comme je te disais tantôt, j'ai pas suivi l'actualité tant que ça, fait que tu vas peut-être pouvoir me renseigner là-dessus. Les brackets, ça fonctionne comment cette année? C'est-tu Canada, Finlande? Là, c'est Canada, Finlande, Tchéquia, dans le fond, la République tchèque. Ouais, c'est ça. Allemagne. Allemagne, Autriche. Fait que, déjà là, Canada, Finlande sont déjà vraiment avantagés. Ouais. Après ça, l'autre, c'est États-Unis, Russie, Suède, Slovaquie, Suisse, pauvre petit Suisse. Ça fait pitié, pauvre petit Suisse. Mais c'est ça. Fait qu'en rond préliminaire, ça va être Festival offensif du Canada puis de la Finlande. Ouais. Tu sais, la Suède, ça va être tough. Là. Moi, je pense qu'une petite finale Canada-Suède, là.
Ça Ça pourrait serait être vraiment le fun. Ouais, J'aimerais ça. fun, sérieusement. Ouais, J'aimerais ça. après ça, Puis, les États-Unis ou bien Russie ouais. Finlande. Tu sais, États-Unis puis Suède, je pense qu'ils vont, ça va se battre assez fort pour une place en finale. Je pense que le Canada va aller en finale. Mais je vois pas la Russie gagner une médaille cette année. C'est vraiment un feeling basé sur le coach qui fait des sélections concernant une équipe qui veut qu'elle soit physique. Tu sais, la Russie, ça n'a jamais vraiment été ça. Tu sais, je sais pas. Je sais pas leurs critères cette année, s'ils sont différents ou s'ils veulent être plus axés sur la compétition plutôt que le talent individuel. Ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Moi, tous mes espoirs sont sur Mishkov et Askarov. Et si ces deux-là, ils floppent, ben, c'est sûr qu'ils ne gagneront pas médaille. De toute façon, s'ils se rendent en médaille de bronze, on sait toi et moi qu'ils vont perdre. Ah, c'est toujours ça. Mais tu sais, Askarov est pas... tu sais, il est bon, là. Il est bon cette année, mais oui. là, j'ai pas... écoute, j'ai pas regardé... Ben, en fait, j'ai regardé aucun match là, d'Askarov. Là. À moins que je l'ai scoté dans la VHL en regardant puis que j'ai même pas porté attention. Là, parce que des fois, je scote, tu sais, en Russie, on scote un gars en particulier puis je prends pas la peine de checker l'autre équipe s'il y a de quoi d'intéressant. Non, ça arrive, là, mais c'est plus rare. Là. À mes yeux, là, j'ai pas vu Askarov à l'œuvre aujourd'hui, fait que je vais uniquement sur l'aspect statistique. Puis, tu sais, il a gaulé 10 matchs cette année. Pour moi, pour un gardien de but, là, c'est pas normal là, que ce gars-là, il gaule pas. Tu sais, l'année passée, là, il a gardé les buts pour 17 matchs en saison régulière. Dans 3 ligues différentes. Cette année, 5 matchs en KHL, 5 matchs en VHL. Tu sais, quand tu veux qu'un gardien... Club, là. C'est un gros club. En plus. Oh oui, je sais, mais tu sais, me semble, dans la transition d'un gardien de but vers la Ligue nationale, apprendre la charge de travail, c'est capital. Là. Puis quand tu gardes même pas les buts 20 matchs par année, ouais, faut que ça en vienne. Faut que ça en vienne. Oh oui. J'ai comme l'impression que cette charge de travail-là, plutôt diminuée, va faire en sorte qu'ils connaissent un championnat mondial comme l'année passée, qu'il y avait de la misère à faire les arrêts-clés, puis sa maudite mitaine qui était pas capable d'arrêter une rondelle avec. Là. Ouais. En tout cas. Mais oui, ça va être un gros point majeur à surveiller pour la Russie. Oui, exactement. C'est le genre de goaler qui peut faire pas un Carey Price de lui, là, mais je parle comme Carey Price en série, qui peut faire le tournoi à lui seul. Là. Il a ce talent-là. Est-ce qu'il va réussir? Jusqu'à date, il n'a jamais réussi. Non. J'y souhaite. Il est plus vieux, tu sais, on verra. Ouais. Ton troisième take, Pascal, ça serait quoi? Prédiction, take ou whatever. Ouais, j'ai fait plusieurs que je donne. Je te dirais que je parlerais de la Finlande, que Cooley va définitivement dépasser le maudit Kemmel dans les listes du monde à cause de son tournoi. Ça, c'est tout. Par ses performances. Peut-être pas nécessairement par sa production offensive, mais Cooley est un excellent joueur de hockey. Kemmel aussi, mais il est beaucoup moins complet. Donc, par la performance de l'équipe en général, je crois que Cooley va finir dans les... Parce que ça a l'air bold pour plusieurs qui voient Kemmel premier, comme Grant McCagg, l'ancien recruteur des Canadiens de Montréal. Mais je vois vraiment Cooley finir en avant Kemmel après le tournoi et après la saison, surtout au repêchage, puis que ça va comme planter une graine chez les amateurs, ce tournoi-là. Et l'année passée, Ben Year a joué. Très bon joueur de hockey. Il jouait avec le petit du Canadien, comment il s'appelle? C'est quoi, Cole Le plus vieux joueur du tournoi, là. Ouais, c'est ça. C'est ce que Larry disait. Puis le monde, il critiquait beaucoup. Puis en fin de compte, à la fin de la saison, il disait « Ah, il était bon. » Mais tu sais, il critiquait au fond pendant le tournoi, mais il était tellement bon. Et, en tout cas, fait que Cooley, je pense qu'il va avoir un peu un rôle similaire. J'espère qu'il va jouer sur le top 6. Ce serait vraiment le fun. Mais il y a tellement des bons joueurs à mes yeux aux États-Unis. On verra bien. Là. Mais ça serait mon take. J'ai juste 3 takes que je suis sûr que je vais me faire ramasser, mais ça me dérange pas. Hey, des prédictions, là. Tu sais, des prédictions, je veux dire, à part si on a une boule de cristal devant nous autres, je pense que c'est plus pour le fun, mais plus aussi partager nos feelings sur ce qu'on pense qui va arriver. C'est pas ça qui arrive. Écoute, on n'a pas commis de crime, là, on a juste fait des prédictions sur le hockey. Sur mon troisième take,
prédiction. Je suis un peu en... Ben, tu sais, t'as parlé de Kamel, puis c'est un peu en ce sens-là que je vais aller pour ma dernière prédiction. Je pense que dans le championnat mondial junior, un certain monsieur Brad Lambert va augmenter sa valeur au niveau des Twitter Scouts et des recruteurs en général pour le repêchage 2022. Très bon take. Je l'espère aussi. T'sais, il est tellement talentueux, ce gars-là. Je ne peux pas croire qu'il produit pas encore en Liga. Quand on le regarde jouer, on a parlé plusieurs fois sur ce podcast, c'est vraiment un bon joueur. Puis, j'espère qu'on va être capable de se pogner des matchs live, de les commenter une période ou deux, peu importe. Là, vu que c'est les matchs du Canada, surtout. Canada-Finlande, ça serait vraiment le fun de faire un live sur Space, là, sur Twitter. Là. Ouais. C'est vraiment le fun d'avoir du monde qui vient de poser des questions puis commenter le match. Et moi, toi, servant ou peu importe. Là. Max aussi, s'il dort pas. Ça serait vraiment le fun de faire ça, de regarder tous ensemble puis de communiquer avec le monde. Tout. Puis juste pour dire, hein, on l'avait dit, hein? Il est bon, lui. Écoute, moi, il est bon. Faire une Insgrat un peu. Mais ouais, c'est un projet qu'on avait parlé dans le podcast, puis tu sais, au championnat mondial junior, on va essayer de le faire justement. Ça serait des lives audio sur Twitter, que les gens pourraient rentrer dans le live, venir nous poser des questions. On écouterait peut-être pas la game au complet, mais une période ou deux, l'entraque, ou discuter de certaines choses au niveau des espoirs. Puis je crois que sur Twitter, il y a la fonctionnalité d'enregistrer aussi, donc on pourrait transmettre ça aussi aux gens qui écoutent le TSLH podcast. Fait que c'est dans les projets, effectivement, qu'on fasse. Pour Brad Lambert, en fait, on l'a dit, on en a beaucoup parlé sur le podcast. Fait que, je ne reviendrai pas nécessairement sur la qualité de ce joueur-là, mais pourquoi je pense que sa valeur va augmenter pendant le championnat mondial junior, c'est parce que enfin, pour une première fois cette année, depuis que la saison régulière est commencée, Brad Lambert va être utilisé dans un rôle offensif. Ouais. Ça, je l'espère. Parce que je suis pas coach de la Finlande. Ils vont peut-être vouloir l'utiliser comme en Liga, dans un rôle un peu plus de shutdown centerman ou de quoi de même. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, je veux Brad Lambert avec Kamel sur le même trio, puis je sais très bien que Kamel risque de ressortir, mais je suis pas mal sûr qu'on va regarder là, avec nos yeux attentivement, puis dans les détails, puis dans la création d'espace pour ses coéquipiers, Brad Lambert, ça va être un élément clé de cette équipe-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de doutes qui vont être dissipés après ce tournoi-là, dans le cas de Lambert. Je l'aime, ton take. Sérieux, même contre la Slovaquie, ce serait quand même assez intéressant de faire un match. Parce que t'as Simon Nemetz, t'as Martin Chromiak, que moi et Malarchi, on aime beaucoup. Je pense que Servan l'aime beaucoup aussi. Dalibor Dvorsky. Après ça, t'as Philippe Méjard. T'as Juraj Slavkovski, aussi qu'on adore tous au TSLH podcast. Donc, ça va être intéressant de les voir, ceux-là. T'as juste de scouter et de s'amuser. Ça va être du bon hockey. C'est dans le fun. Là. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Pascal, es-tu prêt pour notre segment chronique? Je te laisserai commencer, moi. Évidemment, il faut que je parle du Canadien. Qu'est-ce que serait une TSLH podcast québécois? Un podcast québécois sans parler du Canadien? Je me suis amusé à me mettre pas dans la peau de Jeff Gorton, mais juste de dire, OK, il va y avoir un ménage de l'organisation. Je pense pas que le ménage chez les scouts ait commencé. On a juste Trevor Timmins qui s'est fait botter le derrière en dehors de l'organisation. Mais fait que je me suis dit, mettons que j'étais Gorton, quel scout que je garderais? Probablement ceux-là que j'ai confiance en. Mais si, mettons, j'ai lâché un gros rot, désolé. Si, mettons, on regarde le taux de succès un peu par pays, par ligue des scouts des Canadiens de Montréal. Fait que je me suis penché là-dessus, vraiment, tu sais, pur hockey DB draft statistique, juste pour regarder le taux de succès des repêchages. Puis là, j'ai fait un peu de pas de spéculation, là, mais de
le contraire de objectif, là. Subjectivité. Ouais, j'ai fait de la subjectivité. J'ai classé les espoirs pas en boss, là, mais en espoir qu'on n'a pas assez d'informations encore, ça fait trop récemment qui ont été repêchés. Après ça, dans des succès moyens ou en voie de devenir un succès et des succès. Fait que j'ai dû séparer ça en pays, parce que généralement, les scouts, ils scoutent dans une ligue ou un pays en général, comme la JMQ, la WHL puis la OHL, je les ai séparés en 3 parce qu'il n'y a pas un scout qui fait les 3 en même temps. C'est une, à part les crossover scouts, head scouts, c'est ce monde-là, là, et qui ne voit pas tous les espoirs, mais juste une coupelle. Là. Mais j'ai répertorié les autres pays d'Europe en dehors de la Finlande, de la Suède, après ça, de la Russie. Après ça, le junior A canadien. Il y a eu quelques espoirs aussi repêchés là. Les ligues, la CHL, la Finlande, la Suède, la Russie, et les États-Unis. Il y a la UHL, la NCAA, ces affaires-là. Mais j'ai tout regroupé dans le même. Parce que oui, c'est peut-être des scouts différents, mais bref, m'amener cette année d'avoir juste deux espoirs. Faire des statistiques sur 2 espoirs, c'est pas assez. Fait que j'ai regroupé dans le même. Donc, on va commencer par Autre Europe. Il y a juste 2 espoirs qui ont été repêchés dans d'autres pays que ceux-là principaux, c'est-à-dire Frederick Nissen-Ditchau et Daniel Prebill. Puis les deux, Ditchau, en ce moment, il est vraiment bon. Mais c'est un projet à long terme. Il est repêché en 2019. On n'a pas assez de données encore pour vraiment dire si c'est un succès ou non, en voie d'être un succès ou peu importe. Fait que, pour Autre Europe, léger bémol, mettons. C'est comme... Vous avez rien fourni en termes de prospects encore au Canadien Montréal où votre voix n'était pas écoutée par les recruteurs plus hauts que vous autres. Gros bémol pour eux autres. Ensuite, sur la Finlande, le Canadien, on ne repêche pas souvent en Finlande. Depuis 2010, en fait, c'est depuis 2010. Là. Toutes mes statistiques, c'est depuis 2010. Il y a 4 espoirs qui ont été repêchés la Finlande. Il y en a un qu'on pourrait ajouter, mais il a joué son année de draft en Suède, c'est Joni Ikonen. Il a eu c'est en Suède, fait que je l'ai mis en Suède, même si c'est un Finlandais. Donc, il y a eu Oliver Kapanen, Jussi Ylönen, Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen. Pour l'instant, il y a juste Lehkonen que je mets comme un succès. Kotkaniemi, Ylönen, je les mets comme des en voie de devenir un succès ou un succès moyen, si vous voulez. Kotkaniemi, ça demeure un joueur NHL, peu importe ce qu'on dit au TSLH podcast ou à quel point qu'on l'aime plus ou moins, ça demeure un joueur NHL. Jussi Ylönen, il a joué ses premiers matchs, puis il joue quand même bien, mais on ne sait pas si ça va être un gars top 9 à vie. Fait que, moi, je le mets comme un mild success, là, comme un gars vraiment de base. Et Oliver Kapanen, c'est trop long, c'est trop tôt. Ça demeure, c'est un bon espoir. C'est trop tôt pour dire que c'est un succès ou non. C'est très content de l'avoir dans... Même si j'aurais préféré Pasta Job, là, je suis quand même content de l'avoir dans l'organisation des Canadiens. Mais, ça demeurerait un taux de succès, mettons, pour la Finlande de 75% si on comprend tous les succès ou demi-succès. Mais si on comprend vraiment les succès depuis 2010, c'est 1 sur 4, donc 25%. Fait que, encore une fois, pour la Finlande, selon moi, c'est pas un scout qui est très écouté par les Canadiens de Montréal. Selon moi, le Bergevin et Timmins n'étaient pas des personnes qui étaient fans de la Finlande. Et avec raison, en fait. Parce que oui, la Finlande, c'est un pays qui est quand même intéressant, mais la Liga et le système de la Finlande n'est pas toujours apprécié par nous, en fait, au TSLH Podcast, TSLH Espoir. Et je suis pas trop étonné qu'ils pigent pas beaucoup là, comparativement, mettons, à la Caroline, qui repêche beaucoup en Finlande et qui est capable quand même de les développer. Les Canadiens, développer un joueur, c'est pas leur force. C'est ça. Ensuite, Junior, c'est ça, juste un petit de temps en temps. on ne s'étendra pas. Non, mais c'est que j'allais m'embarquer sur KK, mais je vais... Ouais, on a parlé souvent, ça, pas besoin. On va ça, l'Archie se réveillait à la nuit pour l'haïr, c'est tout. Pour le Junior A canadien, il y a 5 joueurs, il y en a juste un qui est un succès, et c'est Jake Evans. Jake Evans a été repêché l'année qu'il a joué dans le Junior A canadien. Après ça, il est allé dans la NCAA. Puis, personnellement, je le considère comme un franc succès, un des succès de développement du Canadien de Montréal.
du repêchage jusqu'au present day. Selon moi, là, c'est un des très, très bons avec Gallagher. Là. Un des très, très bons high success des Canadiens de Montréal. Donc, un taux de quand même 1 sur 5, 20%. Mais, tu sais, c'est pas... on repêche pas souvent là chez les Canadiens de Montréal. Souvent, on va plus se repêcher aux États-Unis ou dans la CHL. Ensuite, pour la OHL, il y a quand même 13 joueurs qui ont été repêchés dans cette ligue depuis 2010. 3 succès. Ben, Galchenyuk, je le considère comme un succès, même si il a pas busté, là, mais il y a quand même 549 matchs, 320 points. Donc, je le considère personnellement comme un succès de son repêchage. Sergachev, même si c'est pas le Canadien qui l'a développé, c'est un très bon succès. Victor Mété, qui est un succès selon moi, un choix de 4e ronde, je me souviens bien. Ben, en tout cas, il a été repêché 100e, c'est ça, 4e ronde. Selon moi, c'est un succès. Puis Yann Michak, que je le considère comme un mild, dans le fond, un succès de milieu. En tout cas, mettons, un succès c'est vert, un succès moyen c'est jaune, puis un succès non, c'est blanc. Et puis, ce serait un jaune. Fait que sur 13 espoirs, il y a 3 succès, puis un moyen. Donc, pour la OHL, ça fait quand même 30%, autour de 30% et 23% selon succès ou juste succès ou bien succès moyen. Donc, c'est quand même pas si pire au niveau de la OHL. Mais c'est un des bassins les plus importants d'espoir dans le monde. J'ai pas fait de différence avec d'autres équipes pour cet exercice-là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres équipes qui sont vraiment meilleures que le Canadien là-dedans. T'sais. Au niveau du Canadien, il y a Joe Verbeek qui joue quand même bien en ce moment, mais c'est trop tôt encore pour le dire. Mais tu sais, Jacob Laguerrier, Alan McShane, Cameron Ellis, il est bien bon, là, mais il va rester vraiment à semi-pro. Là. Michael Pezzetta, est-ce que Pezzetta est un succès? Ouais. Je pourrais l'ajouter dans le succès moyen, mettons. Il est repêché quelle ronde? Par cœur, je sais pas. 160e. Il joue dans la Ligue nationale, puis le gars, il a un rôle dans la Ligue américaine. Je pense que c'est parce que il y a certains degrés de succès. Tu sais, t'as un succès si tu repêches un gars vraiment loin puis qui se rend à la Ligue nationale. À mon avis, peu importe comment le joueur il joue, si c'est un 4e trio ou un 3e, c'est un succès. Il est dans la Ligue nationale. Mais si tu repêches un gars, mettons, en première ronde, considérant qu'il y a plein de joueurs en bas qui ont été dominants, puis que ce joueur-là joue 10 matchs dans la Ligue nationale dans sa carrière, ben là, c'est pas un succès. C'est ça. Fait qu'il y a certains grades de succès à y avoir. Je pense que Pezzetta peut répondre parfaitement à un succès. Un succès moyen, mettons. Je vais rajouter dans le moyen. Ouais. Fait que t'as aussi William Betton, Jeremiah Addison, Connor Crisp puis Brady Vale. Fait que tu sais, il y a tellement des mauvais choix en OHL malgré la qualité des joueurs qui sortent de là. Que j'ai un petit bémol au niveau du scout en OHL, mais c'est tellement une ligue qui est couverte que tu sais, t'as juste besoin de mettre un gars là, puis tu dis lequel était bon, lequel est pas bon. C'est quoi, bref. Tu sais, oui, faut que tu scoutes, là, mais c'est pas si dur que ça à scouter la OHL, sérieusement. Et Pezzetta, on va l'ajouter, ça va donner 5 sur 13. Donc, c'est quand même pas si pire. C'est un bon ratio, pareil. Ensuite, la LHJMQ. Il n'y a aucun succès, selon moi, depuis 2010, sur un total de 16 joueurs repêchés. 16 joueurs, c'est dans le fond, dans tout ce que j'ai vu. Les États-Unis, ça donne 18. La LHJMQ, 16. La WHL, 15. Et sur la LHJMQ, il y a des joueurs qui c'est encore trop tôt, comme Kidney, Trudeau, Simoneau, puis c'est ça. Ben, Harvey Pinard, je le mets comme un succès moyen, parce qu'il va jouer son premier match NHL, puis on sait déjà que c'est un gars de la Ligue américaine qui va probablement faire la navette entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, c'est correct. Joshua Roy, je le mets comme un succès moyen. Ça demeure un gars qui a été repêché 150e. Et qui domine en ce moment la LHJMQ. Donc, tu sais, moi, personnellement, subjectivement, je le mets comme un succès moyen. Sven Andrighetto, qui a joué 216 matchs. Charles Hudon, 125. Et Nathan Beaulieu, 370 et encore plus. Là, 2 ans, c'était 370. Ça a sûrement monté encore. Que moi, je considère comme un succès moyen, mais
c'est probablement un succès, qu'on pourrait mettre succès, mettons, là, mais je mets comme un succès moyen, personnellement, Nathan Beaulieu, pour l'ensemble de son œuvre. Fait que ça donnerait 5 demi-succès là, sur 16, donc 31%. Ça demeure quand même assez intéressant, mais des équipes comme le Lightning a sûrement un succès pas mal plus élevé, malgré le fait que les Canadiens, c'est dans sa cour arrière. Ils sont pas capables de repêcher des hauts espoirs, de les développer comme il faut, malgré que ce soit des espoirs qu'ils peuvent voir tout le temps. Simoneau, Trudeau, Kidney, ça pourrait être des succès aussi, là, mais c'est trop tôt. Je peux pas le mettre. Joshua Roy, je l'ai mis en raison du fait qu'il domine. Simoneau, il va falloir un peu plus de données au niveau de la Ligue américaine pour vraiment dire si c'est un succès moyen. Mais bref, ça peut se discuter. Mais Kidney, il domine en ce moment. Mais il est dans... En tout cas, j'aime pas son jeu cette année. Bref. Il pourrait être ajouté, là, mais j'aime pas nécessairement son jeu. La Russie, malgré le fait que c'est une bonne pépinière quand même. Ils ont repêché 5 fois en Russie. Il y a seulement Romanov qui est un succès. Il y a Sobolev, qui n'a pas une saison incroyable dans OHL. Kostenko non plus en Russie. Gordon, on n'en parle même pas. Puis Kissamodinov, qui est juste parti. Il n'est plus avec le club parce qu'il jouait pas assez dans la Ligue, de la East Coast League. Donc, le scout de la Russie, je pense pas qu'il mérite la confiance de Gorton. C'est un succès, oui, c'est 1 sur 5. Là. Romanov, c'est vraiment un bon pick. Là. Vraiment, vraiment un bon pick, on va se le dire. Là. 38e, il aurait pu être repêché probablement 50e, mais personne ne peut chialer sur la saison de Romanov, je pense, depuis qu'il a été scratché. Son jeu est vraiment bon, selon moi. Oh ouais. Moi, je le considère vraiment comme un succès, Romanov, puis je suis content, maudit, de l'avoir avec le Canadien de Montréal. Bref, c'est pas mal ça. Là, tu sais, on parle de succès puis tout, puis tu sais, c'est pour l'exercice, puis ouais, c'est ça. Tu sais, on s'entend, on n'est pas en train de dire que Romanov c'est terminé, là, tu sais, on se tape dans les doigts, puis félicitations, yes, on sort le champagne, ouais. Tu sais, c'est ça, mais tu sais, je mets juste la, tu sais, pour les gens qui écoutent, là, on n'est pas en train là, de dire c'est parti gagné pour Romanov, là, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis tu sais, parole d'un sage, Simon Servant, que Dieu te bénisse, mais tu sais, je veux dire, le développement d'un jeune, c'est un marathon, c'est pas un sport. Ouais, c'est ça. C'est un marathon. J'ai regardé. C'est ça. Tu sais. Je regardais, Pascal, je vais faire une petite parenthèse vite, là, mais j'essayais de bâtir ma chronique d'aujourd'hui, puis je me suis amusé à regarder des trucs là, sur les repêchages, justement. Puis j'ai remarqué que par le pourcentage de nombre de joueurs qui atteignent la Ligue nationale, vraiment qui atteignent la Ligue nationale, là, au moins un match par repêchage, il faut toujours que tu recules de 5 ans. Tu sais, dans le fond, cette année, c'est la saison 2021-2022. Puis j'ai reculé là, 5 repêchages pour commencer à voir le pourcentage tourner entre 45% puis 55%. Ouais, c'est ce que j'avais ressorti dans des textes en 2020. Ouais. J'avais fait des textes selon les pays. Ouais. C'est vraiment... généralement, c'est 50% des joueurs qui jouent au moins un match. C'est ça. Mais tu sais, au moins un match. Tu sais, là, j'ai vraiment juste regardé vite. Tu sais, j'ai pas regardé qui a une carrière fixe dans la Ligue nationale. Ouais. Fait que si on parle de un gars sur 2 qui joue juste dans la Ligue nationale, tu peux couper ça, d'après moi, à 30% le nombre de joueurs qui ont des carrières dans la Ligue nationale. Fait que là, quand on parle d'espoirs qui ont des carrières fixes à 30%, dire, un gars comme Romanov, qu'on sait tous qu'il a une carrière fixe dans la Ligue nationale, là, je pense pas qu'il s'en retourne en Russie un jour. C'est un succès à ce niveau-là. Oui, exact. Mais tu sais, moi, par succès, comme je dis, c'est subjectif. Mettons que tu as un scout, tu as un DG ou un VP, peu importe, comment que j'ai basé mon argumentaire, c'est OK, tu m'as fait repêcher Luka Vejdemo, qui a, mettons, 10 matchs dans la Ligue nationale de hockey, mais Vejdemo, c'est pas un succès. C'est un remplisseur de chandail de la Ligue américaine qui, de temps en temps, va jouer dans la Ligue nationale de hockey, comparativement à Nicolas Roy, qui était pris pas loin de lui, qui joue chez les Golden Knights très régulièrement. Fait que, oui, je pourrais faire l'exercice vraiment joueur par joueur, puis dire, OK,
lui, c'est pas un succès parce que le gars en dessous de lui, il a été repêché, puis il joue mieux, puis il est meilleur, mais tu commencerais pas à faire ça. C'est vraiment une perte de temps. C'est juste pour m'amuser que j'ai fait cette chronique-là. Puis Romana, bref, succès, 100%. Puis oui, il faut qu'il continue son développement, mais en ce moment, on peut parler d'un succès. Suède. Je pense que le pays le scout le plus surestimé des Canadiens de Montréal. Monsieur Rockstrom, qui a travaillé longtemps pour les Redwoods de Détroit. Il a participé à Zetterberg, puis Lidstrom, tous ces joueurs-là. Chez les Canadiens de Montréal, la Suède, c'est vraiment un talon d'Achille, si on veut. Là. Logan Mailloux a été repêché de la Suède. Même si c'est un Canadien, il a été repêché en Suède, je veux pas. Est-ce qu'on peut parler du succès? Je ne crois pas. C'est un bon joueur de hockey, mais ils sont tellement tirés dans le pied. Va pas repêcher un gars controversé de main dans un marché comme Montréal. Bref. Mathias Norlinder, ça s'annonce pas comme un succès en ce moment, mais je l'ai mis dans le moitié. J'ai mis dans le succès moyen, parce que j'ai encore beaucoup d'espoir sur lui. On verra ce que ça va donner, mais ça vire pas mal plus vers le pas succès, là, mais on verra bien, il est encore vraiment jeune. Olofsson, pas un succès. Ikonen, c'est pas un succès. Même si c'est un Finlandais, je l'ai mis dans Suède, parce qu'il était repêché en Suède. Henriksen, il est plus là. Vejdemo, un gars de Ligue américaine. Le seul vrai succès, là, demi-succès que j'ai chez Canadien de Montréal depuis 2010 en Suède, qui est un des meilleurs bassins d'espoir dans le monde, c'est Jacob Delarose. Hey, tu me niaises. Tu me niaises. Moi, j'adore Jacob Delarose, mais c'est un gars de 4e trio, Fringe NHL. Il joue plus dans NHL en ce moment, c'est pas pour rien. Il n'est pas capable de lancer au net, il n'a aucune vision offensive. Ça demeurera un gars qui est capable de jouer dans le national de hockey dans certains rôles, mais aucunement capable de le développer. Tu le mets au balotage, il va dans une autre équipe qui se ramasse les Blues qui ont été capables de l'utiliser comme il faut. Sérieusement, il y a 2 scouts. Je pense en Suède, je me souviens bien, ces 2 scouts-là, il faut qu'ils décollent. Sérieusement, Rockstrom, il faut qu'il s'en aille. Il avait mis son point sur la table pour Olofsson et pour Vejdemo, mais sérieusement, va-t'en. Goldberg, ce qui est le fun, c'est qu'il a permis de ramasser Thomas Vanek. Mais à part ça, là, la Suède, c'est dégueulasse comme succès de repêchage. Jacob Delarose, je le considère comme le seul succès moyen. Je pourrais mettre dans Linda Mailloux, mais non. C'est 1 sur 11. C'est même pas 10%. Hey, pour en Suède, ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable. En tout cas, les États-Unis, bon, là, ils ont vraiment des meilleurs scouts aux États-Unis, selon moi. Ils ont repêché, comme je disais tantôt, 18 joueurs NCAA, USCHL, puis toutes les high school. Moi, je pourrais mettre Luke Tuck comme succès moyen, mais il n'y a vraiment pas une bonne année, fait que je ne mettrai pas un succès moyen, on verra. Yann Michak, je l'ai mis comme succès moyen, il était repêché juste après Luke Tuck, mais en ce moment, il est vraiment plus encourageant, il était capable de jouer dans la ligue professionnelle. Luke Tuck, il est vraiment loin de là. Pour l'instant, j'aime bien Luke Tuck, mais je ne le mets pas comme un succès. Jaden Struble, je le mets personnellement fringe, succès moyen. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Il n'y a pas nécessairement une bonne saison. On verra. Cole Caulfield, je le mets comme un succès. Il joue dans NHL, il est capable de jouer là. Il va falloir qu'il soit plus développé que ce qu'il est en ce moment. On verra bien. Jordan Harris, personnellement, je le mets comme un succès moyen. Ryan Poehling, je le mets comme un succès. Il est capable de jouer dans NHL. Il a vraiment un bon début de saison. Moi, je suis bien content. Je suis vraiment confiant de le mettre comme un succès. Est-ce que ça va être un joueur top 6? Non. Mais un joueur top 9, pas de problème avec ça. Sean Farrell, je le mets comme un succès moyen. Puis Caden Primo aussi. Ben, vraiment l'impression que Harris, Farrell, Primo, Poehling, Caulfield vont assurément jouer dans le national de hockey pour longtemps. Mais pour Struble et Tuck, un peu plus de misère. J'ai pas mis McCarron, qui était repêché aux États-Unis, puis Tinordi aussi. Je les ai pas mis comme des succès. Parce qu'il. C'est ça. Comment ça? pour l'organisation des Canadiens de Montréal, ces gars-là, c'est vraiment des gros flops. Ils jouent dans le national de hockey pour d'autres organisations en ce moment. Mais pour le Canadien de Montréal, c'est des gros fails. Non, mais c'est parce que c'est ça. Ils ont été choisis comme étant les fameux gros centres et gros défenseurs qu'on attendait tant à Montréal. Quand tu regardes ça avec du recul, c'est effectivement des bons flops. Là.
Fait que sur 18, ça donne un taux de succès de 11 pour l'instant. Les Farrell puis Primo pourraient se transformer en succès. Là. Je pense que ça va le faire. Mais pour l'instant, c'est 11. Puis pour les succès mélangés avec les succès moyens, c'est 27%. Ce qui est pas si haut que ça, sérieusement. Mais sur 18, ça donne quand même 5 joueurs. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Mais, en tout cas, bref, ça pourrait être mieux. Mais quand t'as Cole Caulfield, Ryan Poehling, Sean Farrell, Primo, Trouble Tuck puis Harris dans ton pool, je pense que c'est quand même pas si pire. Mais tu sais, t'as Blake Biondi, Jack Smith, Brett Pitlick, Jack Gorniak, Kaysen Storm, Colin Sullivan, Jacob Dobesh, qui lui pourrait devenir un bon joueur pareil. Là. Aiden Hawkey, Michael McCarron, Joshua Didier, puis Jared Dinardi. Qui est quand même des gros solides flops là-dedans. On va se le dire. Là. Ensuite, pour la dernière ligue, la WHL, Gallagher, Goulet, j'ai considéré comme des succès. Gallagher avec Evans, c'est un des plus gros succès de développement chez Canadien de Montréal des 11 dernières années, puisqu'on est en 2021. Goulet, moi, personnellement, c'est un sure shot. Là, c'est un gars assuré une ligue nationale de hockey. Je pourrais mettre Fairbrother dans les 1000 succès, mais non, je ne le mettrais pas là-dedans. Cale Fleury aussi, mais je ne le mettrais pas. Noah Gilson, c'est dommage. Il avait le potentiel, mais à cause des blessures, c'est pas un gars NHL. Donc, dans WHL, t'as Cole Fonstad, Jared Tuska, Scott Walford, Josh Brook, Matthew Bradley, Brett Lernout, Nikita Sherbak, des pires boss des Canadiens, Tim Bozon, Dalton Trower, puis Darren Dietz. Donc, tu sais, ça demeure sur 15 joueurs. Sur 15 joueurs, ça demeure 13% de succès. T'sais. Mais sérieusement, oui, on parle souvent de développement, mais le repêcheur en tant que tel est un gros problème. Là. Les scouts manquent de vision, selon moi. Est-ce que c'est les scouts ou bien les personnes qui avaient le veto qui sont le problème? C'est là que Jeff Gorton va falloir qu'il fasse des entrevues puis qu'il regarde ça comme il faut. Là. Mais leur feuille de route est exécrable, selon moi. Les scouts, puis tout le département de le développement puis de repêchage est exécrable. Donc, je sais bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais il faut qu'ils passent la gratte comme il faut, sérieusement. Là, ce que j'en tire comme conclusion de ce que j'ai regardé, là, il y a plein de façons de regarder le repêchage, puis j'ai sûrement pas la meilleure. C'est très subjectif comme façon de faire. Mais j'ai vraiment regardé toutes les ligues, tous les pays, ce qui ont été repêchés, puis avec le taux de succès qu'ils ont, c'est pas bon. Là. C'est pas bon. Non, effectivement. Mais tu sais, on parle de vision puis de que les droits de parole des scouts ont peut-être pas toujours été entendus. Tu sais, c'est-tu normal que ça prenne vraiment là pas une tollée, mais tu sais, il y a eu un gros débat, plus gros qu'habituellement sur les Québécois à Montréal. Puis l'année passée, il y a eu un match qui avait pas de Québécois avec le Canadien. Puis là, ça a trempé déjà le Canadien dans la tempête médiatique. Puis soudainement, l'été d'après, là, on a confiance en nos scouts LHJMQ, puis on s'en va chercher des joueurs LHJMQ. Mais en quoi les joueurs 2021 étaient meilleurs que les joueurs de la LHJMQ de 2020, de 2019, de 2018, de 2017? T'sais. À un moment donné, on commence à compter. C'était très hypocrite. C'est hypocrite. Puis ils ont repêché Mailloux, là, OK, ça marche pas pendant tout, fait qu'on va prendre les Québécois pour que ça passe un peu sous silence. Puis ça a marché. Non, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, on le dit souvent parce qu'on a eu la chance d'avoir un recruteur professionnel sur le podcast, mais tu sais, dans les 4, 5, 6e, 7e ronde, puis parfois même la 3e, c'est beaucoup une job de scout qui met son point sur la table puis qui essaye de vendre un joueur au directeur de recrutement. Là. C'est pas Connor Timmins. C'est pas Trevor Timmins qui a scouté Brendan Gallagher, probablement. Là. Puis Trevor Timmins a probablement pas regardé 10 matchs de Jake Evans son année repêchage. Là. Je veux juste que ce soit clair. Là. Je suis pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'il l'a fait. Mais c'est pas vrai que le directeur du scouting fait une liste de 400 noms
on s'est déjà fait dire que les listes des directeurs de scouts, c'est 30 noms, 35, parfois 40. Fait que Jake Evans a probablement jamais été scouté par Trevor Timmins. Ça, c'est la job d'un scout qui a mis son poing sur la table pour vendre ce gars-là. Comme Alexandre, et là j'ai un blanc de mémoire, là, le scout des Hawks de Chicago qui a vendu Louis Crevier à côté à Stan Bowman puis au directeur de recrutement. Ouais. Puis que finalement, le soir du repêchage, quand il était rendu en 6e ronde, les Hawks ont pris un autre gars. Puis ça a l'air que sur le Zoom, sur la vidéoconférence, ce recruteur québécois-là était en sacrament, puis ça se voyait dans sa face. Puis finalement, Stan Bowman est allé chercher un autre choix au repêchage pour aller rechercher Crevier. Aller chercher le choix des Canadiens. Oui, le choix du Canadien. Et en plus, Crevier a signé son contrat d'entrée par après, puis il fait une méchante bonne job avec les Remparts. Puis là, l'histoire que je viens de vous conter, j'ai pas de crédit, là. C'est Michael Alancette qui a sorti le texte dans le soleil. Excellent texte, pour vrai, c'est les dessous de ce repêchage-là. Mais c'est pour vous démontrer à quel point le directeur de scouting, là, au final, là, la décision, là, ça va être comment le scout présente un espoir à lui. Là, c'est vraiment... Souvent, ils vont établir un peu avec le DG une façon de faire, quel genre de profil type ils veulent. Il va scouter plus les 2 premières rondes. Puis, que chez Canadien Montréal, il y a un gars qui s'occupe beaucoup de faire des vidéos, des profils, puis de 30-45 minutes. Ils vont en faire sur plusieurs fois dans l'année. Puis les scouts vont regarder ça avec le head scout. Fait que, tu sais, ça va leur permettre de connaître plus les joueurs, mais pas de scouter, c'est des vidéos de highlights, de profils. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, si ton plancher, c'est-à-dire tes scouts, sont pas nécessairement, ils ont pas un bon swing, ils ont pas de moyenne de bâton. Sur le total, les succès sur le nombre total de joueurs repêchés, c'est 11%. Moi, subjectivement, c'est 11% que je considère comme des succès. Succès 100%, pas succès moyen, mais succès 100%, selon moi, c'est 11%. C'est vraiment pas gros sur 10 ans. Non, vraiment pas. Pascal, merci pour les éclaircissements du recrutement du CH en fonction des pays. Maintenant, on sait que la Suède, faites pas confiance aux scouts là-bas. Puis non, vraiment pas, faut pas. Je vais enchaîner tout de suite avec ma chronique. On va rejumper. On sort du scouting. On rejump dans la Ligue nationale. Correct. J'ai décidé de parler aujourd'hui des meilleurs et des pires ajouts de la période estivale 2021. Donc, que ce soit par transaction ou que ce soit par une signature sur le marché des joueurs autonomes, quels joueurs se sont ajoutés à leur équipe puis que ça fonctionne le mieux ou que ça fonctionne le moins bien. Puis tu sais, pour baliser un peu mon échantillon, parce que je voulais le mettre, mais finalement, je me suis rendu compte que ça fitait pas vraiment avec sur quoi je voulais me concentrer. Mais un gars comme Taylor Hall, exemple, a été acquis à la date limite l'année passée, puis a signé un contrat avec Boston cet été. Fait que je l'ai pas inclus parce que c'est pas un ajout de la période estivale. Ouais. Il l'a ajouté l'année passée. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais sinon, il aurait été probablement dans les pires ajouts. Parce que ça va pas super bien à Boston. En tout cas, il est au niveau de mes attentes, peut-être pas au niveau que je croyais. Mais bref, je l'ai pas inclus. Donc, on va starter avec le positif. On va starter avec les meilleurs ajouts de la période estivale. J'ai réparti ça en top 5, en fait. Fait que ça va être vraiment un top 5 pour les meilleurs ajouts, un top 5 pour les pires ajouts. Numéro 5 des meilleurs ajouts, j'ai mis Shane Gostisbehere. Puis là, ça va paraître weird un peu parce qu'on se dit, ouais, pourquoi il met un défenseur bof au sein de la pire équipe de la Ligue nationale après le Canadien, mettons, ou kiff-kiff avec le Canadien. Ben, j'explique pourquoi. C'est que cette transaction-là s'était faite uniquement pour récupérer un salaire en provenance de Philadelphie et obtenir des choix au repêchage. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher Gostisbehere. Philadelphie ont libéré un contrat. On a reçu un choix de 2e et de 7e tour pour ça.
puis l'Arizona ont absolument rien donné. Fait qu'à la base, cette transaction-là a été faite non pas pour un gain de performance, mais plus dans une vision à long terme de reconstruction pour avoir des choix. Puis finalement, Shane Gostisbehere est le défenseur qui a le plus de points dans l'équipe. Ouais. C'est quand même impressionnant, tu sais. Ouais. Ce gars-là, Gostisbehere, a connu une bonne saison, puis dans les poules, on se l'arrachait toutes. Puis finalement, ça a pas pire déraillé, là, pour au final se demander s'il allait continuer de jouer dans la Ligue nationale parce que c'était vraiment horrible défensivement aussi. Puis cette année, il a 18 points en 29 matchs. Deuxième meilleur marqueur de son équipe en arrière de Clayton Keller. Puis il y a un différentiel de -9 chez les Coyotes. Et Jacob Chychrun a un différentiel de -29. Ah, ça va pas bien chez les Coyotes, on va te le dire. Non, ça va pas bien. Puis tu sais, parenthèse, moi, Chychrun n'a pas une bonne saison, mais je crois en rien aux rumeurs de transactions l'entourant. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va être correct la reconstruction. Il faut que tu gardes des joueurs. Là. Keller, Chychrun, à un moment donné, il faut que tu les gardes. Là. Tu peux pas échanger tout le monde. Parce que ton cycle va tout le temps recommencer. Ben, c'est ça, puis ton cycle va tout le temps recommencer là, si tu fais ça. Ça finira plus, ça va être une roue sans fin si tu échanges tout le temps tes bons choix de premier tour. Fait que bref, Gostisbehere, 5e meilleur ajout de cet été. On passe au 4e. Je fais mon mea culpa. J'ai mis Seth Jones. Alors qu'au début de l'année, j'écrivais que c'était potentiellement une transaction à la Carlson, à la Erik Karlsson. Ben, tu sais, il a coûté cher, là. Il a coûté Cole Sillinger, Ben, il a coûté... C'est ça. Fait mal pareil à Adam Boquist, mais tu sais... Ben, on peut... Je suis pas prêt à dire que ça a coûté Cole Sillinger parce qu'il y a rien qui nous dit que Chicago aurait pris du Sillinger, mais il y aurait eu un méchant bon choix pareil. Là, Chicago avec ce choix de première ronde. Là. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est que, comme tu dis, c'est énormément payé pour Seth Jones. Non seulement en matière de transaction, que tu as perdu les éléments que tu as nommés, mais en plus, tu payes ce gars-là 9,5 millions. Donc, tu as des attentes excessivement hautes. Puis au début de la saison, ben, les Hawks ont été dégueulasses. Puis Seth Jones était correct. Fait qu'un défenseur correct avec tout ce que tu viens de payer, c'est très décevant. Sauf que, tu sais, présentement, il y a 23 points en 30 matchs. C'est pas mal le corps arrière de Chicago. Malgré quelques crampes au cerveau en zone défensive, c'est un des joueurs les plus efficaces, les plus stables, disons, dans l'alignement. Fait que, pour l'instant, strictement hockey, l'apport hockey, et non, en oubliant tout ce que ça a coûté, c'est dans mes meilleurs ajouts de la période estivale. Est-ce que ça va être le cas à long terme avec un salaire complètement dérisoire comme ça? On verra. Mais pour l'instant, je le mets 4e. Stan Bowman. Ouais. c'est l'héritage de Stan Bowman. Ouais. Une chance qu'il n'est plus là aussi. Ouais, c'est ça. 3e, j'ai mis Sam Reinhart pour les Panthers de la Floride, c'est un ajout qui a coûté juste un choix de première ronde. Puis je dis juste parce que Reinhart n'avait pas de contrat, fait que probablement que sa valeur, les demandes étaient moins hautes à cause de ça. Son contrat achevait. Puis il a coûté aussi Devon Levi, qui est un gardien de but qu'on a vu à l'œuvre au championnat mondial junior l'année passée, qui est excellent, mais un gardien, c'est très long à développer. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose pour les Sabres? On ne le sait pas. 23 points en 29 matchs cette année, Sam Reinhart. Puis, son acquisition prend une toute autre importance avec la blessure à Barkov. Parce que Reinhart, tu peux l'utiliser au centre, tu peux l'utiliser à l'aile. Puis il va quand même, tu sais, avec les Sabres, il était quand même assez régulier et constant dans sa production. Fait que, tu sais, avec une équipe comme les Panthers, qui ont plus de profondeur, ben ça va bien. Il est payé 6,5 millions, c'est pas dégueulasse, jusqu'en 2024. Fait que, tu sais, on a comme pris un risque calculé là, pour les Panthers. On le paye, il va devenir joueur autonome en 2024. On est conscient de ça,
mais nous, on veut aller à la finale dans l'immédiat. On veut profiter de notre noyau actuellement. Fait que l'ajout est Avec très raison. Avec raison, c'est ça. Fait que présentement, c'est ça. Il est 3e meilleur marqueur de son équipe, derrière Huberdeau et Ekblad, en considérant par contre que Barkov est blessé depuis quelques temps. Moi, petit Reinhardt, c'est pas nécessairement son rôle premier d'être le premier marqueur. Il y a vraiment beaucoup de rôles dans une équipe, donc moi, je suis vraiment content de le voir là. C'est tellement une bonne équipe pour lui. Il n'est pas la tête d'affiche, il n'a pas à l'être. Il y a plein d'autres joueurs qui sont capables de prendre les devants. Donc, c'était une des meilleures organisations pour lui, contrairement à Buffalo. Ouais, c'est clair. 2e, un joueur que la formation qui l'a échangé va se mordre les doigts, qui doivent déjà se mordre les doigts. Et j'ai nommé Pavel Buchnevich. Buchnevich. Ouais, vraiment. Buchnevich. Les Blues ont donné Samuel Blais, puis un choix de 2e tour. C'est incroyable comment Saint-Louis a volé les Rangers. Puis là, je dis ça là, sans même considérer que Samuel Blais est blessé pour toute l'année. Là. Puis c'est pour ça que je dis que les Rangers vont se mordre les doigts, c'est que là, Blais, il est blessé toute l'année. Puis ça, les blessures, on peut pas prévoir ça. Fait que je veux dire, c'est une bad luck, là. C'est plate. Mais même à ça, ce qu'ils ont payé pour Buchnevich, c'est dérisoire, là. À quel point Montréal aurait pu s'offrir un gars de même au lieu de payer Mike Hoffman. Je lance ça de même, là, mais sérieusement, c'est fou. Mais le gars, il a 29 points en 29 matchs. Il a 29 points en 29 matchs, Buchnevich. C'est le joueur le plus dangereux des Blues, présentement. Oui, je l'ai dans mon pool, je suis très content. J'ai ramassé dans le fond de mon pool, pas le pool de la vie, mais le pool à vie, pas avec toi, l'autre. C'est une très bonne acquisition. Ah, c'est clair, puis c'est ça, c'est mon 2e, puis j'hésitais beaucoup à le mettre premier, là, pour vrai, parce que il est vraiment, vraiment très bon cette année. Puis il gagne un salaire de 5,8 millions jusqu'en 2025. C'est possiblement l'aubaine, la plus grosse aubaine, en fait, de l'été, assurément. Une des très belles aubaines de la Ligue nationale, là, présentement. J'ai vu quelques personnes m'amener rire de Gorton, comme quoi il avait fait cet échange-là, mais c'est pas lui, il était plus là. C'est vrai, c'est Drury. C'est Drury qui a fait ça. C'est Drury qui a fait ça. Ben, ça se peut. Je pense que c'est dans ses premières décisions en tant que DG. Mais il voulait Blais probablement pour... parce que, mettons, il voulait du monde plus de profondeur, capable de jouer des grosses minutes. Mais, si... Ouais. Tu veux pas un gars qui fait 29 en 29? moi, je pense tout simplement qu'il voulait pas donner le salaire à Buchnevich. Il voulait pas le payer il y a ça aussi, pour le montant qu'il demandait. Puis, tu sais, les Blues étaient dans une situation où Tarasenko, ça battait de l'aile un peu. Tu sais, Hoffman n'allait pas revenir. Fait que ça te prenait un ailier qui allait être efficace. Puis, ils l'ont trouvé, puis il a pas coûté cher. Fait que ça, c'est en tout cas, chapeau, c'est Doug Armstrong, le DG là-bas. Chapeau à lui, parce que c'est toute une acquisition. Puis en première place des meilleurs ajouts de la période estivale 2021, j'ai mis Frédéric Anderson, gardien de but des Hurricanes. Ouais. Parce que moi, là, Frédéric Anderson, j'ai toujours trouvé que ce gars-là méritait pas le hate qu'il y avait sur lui. Premièrement, moi, à mes yeux, ça a toujours été un gardien de but qui pouvait te donner 50 excellents matchs. Puis à Toronto, il n'y a jamais eu d'auxiliaire en arrière de lui qui avait du sens. Puis il y a toujours eu une défensive assez poreuse. On s'entend qu'il se présentait un match sur 3. Puis malgré tout, il était pas si pire que ça. Là. Honnêtement, là, oui, il n'a pas été clutch, mais je pense que les Maple Leafs de Toronto sont capables de pas être clutch, même sans Anderson. Ah, on l'a vu. Hein. C'est pas lui la cause des problèmes, pas du tout. Là. Tandis que là, en Caroline, oui, il est utilisé à peu près à 85% du temps. Tu sais, Ranta a 8 matchs de jouer cette année, puis Anderson en a 21. Mais tu sais, Anderson, il
il y a des chiffres de gars qui vont gagner le Vézina là, présentement. Là. Il y a une moyenne de 1,93 puis une efficacité de 931. Puis présentement, la moitié de l'alignement des Hurricanes est soit blessé ou sur le protocole COVID. Puis il est capable de garder son club sur le chemin de la victoire. Fait que tu sais, pour moi, ça, c'est un des très bons ajouts de l'été. Là. Puis les Hurricanes, on l'a souvent dit dans des textes ou des podcasts, sont à un gardien de but d'être dominant dans cette ligue-là. Puis là, ben, c'est pas mal ça. Là. Ils sont allés le chercher. Enfin, en avant de lui, il y a une équipe qui joue en équipe. Oui, puis il y a une défensive hermétique. Fait qu'il est mis en valeur. Puis je pense que c'était le gardien qui fitait le plus pour cette organisation-là. C'est pour ça que je l'ai classé comme étant le meilleur ajout des Hurricanes. Tu mets ce gars-là à Edmonton, puis ça aurait tellement fait qu'à Toronto. Ouais. Ouais, tu le mets dans une équipe qui joue en équipe avec un système, puis un bon coach, comme il y a en Caroline. Et imagine-toi Carey Price en Caroline. Avec Caroline en ce moment, là. Ah, Carey Price a 28 ans, là. Imagine-toi, là. À quel point ça aurait été incroyable et infernal comme équipe. Ah, c'est tu veux jouer dans cette équipe-là, là? Oh, oui. Mais non, il n'est pas rien qu'un Canadien. Tu vois, Anderson à Anaheim, ça fonctionnait en maudit avant qu'il soit échangé à Toronto. Tu sais, là, on retrouve le Anderson des beaux jours. Là. Fait que c'est pour ça. Puis, tu sais, les Hurricanes se sont pas trop avancés longtemps pour son contrat. Je pense qu'il tombe joueur autonome dans 2 ans. Fait que le time frame est bon aussi. Le contrat est pas trop cher. Fait que non, je suis assez à l'aise à dire que c'est, à mes yeux, la meilleure acquisition. J'ai mis 2 mentions honorables parce que j'avais de la misère à les placer dans tout ça. Nate Schmidt à Winnipeg, qui a juste coûté un choix de 3e ronde. Ça a mal été à Vancouver, mais il a retrouvé ses repères à Winnipeg. Puis il s'impose quand même pas mal comme le meilleur défenseur de l'équipe. Là, il y a plus de points que Neil Pionk puis Josh Morrissey présentement. Fait que sur le powerplay, il est très efficace aussi. Fait que je le mets dans mes mentions honorables. Puis Linus Ullmark aussi, que j'ai mis dans mes mentions honorables. J'aurais peut-être même mis Dan Vladar, mais c'est un auxiliaire à Calgary, puis Calgary va tellement bien que, ben, tu sais, comme auxiliaire, il fait la job. Fait que c'est une bonne acquisition. Mais Linus Ullmark, c'est une signature sur les joueurs autonomes. Puis signature qui est longue. Puis au début, je pensais que c'était plus une signature un petit peu plus anodine, qui va appuyer Swayman dans sa transition comme gardien permanent dans la Ligue nationale. Puis finalement, Ullmark, il est très solide, puis Boston a un bon duo de gardiens. Fait que je le mets dans mes mentions honorables. Correct. Aucun des Canadiens? C'était chaud. J'arrive aux Canadiens. Donc, on saute au point des pires ajouts. 5e pire ajout de la période estivale, Nolan Patrick. Puis pourquoi j'ai mis Nolan Patrick alors qu'il a juste joué 4 matchs dans la Ligue nationale? C'est pas à cause qu'il produit pas, puis c'est certainement pas à cause qu'ils l'ont acquis puis qu'il s'est blessé. Là. Je le disais tantôt, ça se prévoit pas des blessures. Je l'ai mis au 5e rang des pires ajouts parce que ils ont tenté de réchapper un incroyable fail de développement dans le cas de Cody Glass en mettant la main sur Nolan Patrick, puis ça, c'est épouvantable. Tu chies le développement de Cody Glass, c'est une chose. Mais tu le prends, tu l'échanges 1 contre Nolan Patrick. Non, c'est un des pires ajouts de l'été, assurément. Moi, je suis d'accord avec toi. Avec le recul, là, c'est vraiment pas un bon trade. Là. Mais c'est triste. Moi, je trouve ça triste pour l'espoir, par exemple. Il était promu à une belle carrière, puis les Como, puis plein de blessures est venu comme scraper ça. Là. C'est triste parce qu'il y avait déjà ce red flag-là à son année repêchage. C'est ça qui est plate. Oui. Ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas fini premier, en fait. C'est ça. 4e pire ajout. Je trouvais ça plate de le mettre parce que je comprends l'acquisition, mais à un moment donné, il va falloir qu'il se mette à produire. Puis c'est Nick Foligno à Boston. Nick Foligno, je comprends qu'il y a tout l'aspect leadership, l'aspect de jeu physique. Tu veux aller te chercher un joueur de profondeur à Boston. Mais là, à un moment donné, en 18 matchs, il n'y a pas de but. Il y a 4 passes.
effacé. Puis c'est un autre point, c'est ça. C'est que dans les dernières années, tu le vois, là, sa production, là, c'est sur le déclin. Fait que tout ce qui reste, c'est le leadership puis le jeu physique. Puis bientôt, là, il sera même plus capable d'en faire du jeu physique parce qu'à son âge, tu peux pas garder le même style de jeu tout le temps. Puis je pense qu'il est encore sous contrat pour 2 ans ou peut-être jusqu'en 2023. Il est sous contrat à 3,8 millions jusqu'en 2023. Un des pires ajouts pour les Bruins, pour vrai. Je suis d'accord avec toi. 100%. Troisième, Christian Dvorak. Ouais. Je comprenais vraiment beaucoup l'acquisition, que la saison est à chier des Canadiens de Montréal en tant qu'équipe. Dans une meilleure équipe, peut-être que ça irait mieux, mais en ce moment, je m'ennuie du premier choix qu'on a donné pour lui. Mais même si c'est le choix de la Caroline, ça va être un 30e choix. C'est pas si pire que ça, là. Mais ça fait chier, pareil. Dans le passé, Marc Bergevin a eu la main quand même heureuse en allant chercher un joueur des Coyotes en Max Domi. On dira ce qu'on voudra, là, mais il y a eu une méchante bonne saison. Puis je pense que ce gars-là, on l'a un petit peu perdu dans l'organisation. Parce que je pense qu'il aurait pu donner plus. Il aurait pu donner peut-être pas une saison comme à sa première année avec le tricolore, mais je pense qu'on aurait pu obtenir plus de lui si on l'avait mieux géré. Mais ça, c'est moi. Mais je pense pas que ce coup-ci, Bergevin va avoir la main heureuse avec Dvorak. Puis, tu sais, au début de la saison, on voyait le trio Anderson, Dvorak, Drouin comme si c'était l'unité de terreur de toute la Ligue nationale. Après, ils ont bien joué, mais ça bien joué. Ont bien joué dans des matchs préparatoires. On le sait très bien qu'un camp d'entraînement et des matchs préparatoires, c'est indicateur jusqu'à une certaine limite. Puis, tu sais, moi, j'aime pas le jeu de Dvorak cette année. Là. Je trouve que c'est... Ben, emotionless. Il n'y a rien. C'est ça. Fuck off. Dano, j'aime pas. Il a moins de talent que lui, là, que Dvorak, de base, mais il amenait pas mal plus à la glace. Ah oui. On va se le dire, là. Puis, tu sais, là, c'est sûr que Montréal joue pas bien, mais Dvorak, il est issu du développement des Coyotes de l'Arizona. Il a maintenu une moyenne approximative de 35 points en moyenne par année. Il s'enligne avec ça. Il s'enligne encore pour ça cette année. Puis je pense que c'est sa 4e ou 5e saison dans la Ligue nationale. Là. Je vais aller voir. Là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est sa 6e saison complète dans la Ligue nationale. Et ça, il commence à faire tard pour lui. Probablement qu'il va juste finir 3e centre ou bien ils vont l'échanger quand on a un choix de 2e. Ça va finir comme ça. Si le Canadien est capable d'aller chercher Shane Wright cette année, Dvorak va finir sur le 3e trio, puis c'est bien correct. Jake Evans va finir sur le 4e, mais ailier du 3e, peu importe. Il va jouer un peu partout probablement dans l'alignement. Là. Mais est-ce que Gorton va préférer l'échanger? On verra bien, mais j'espère que ça va être un choix de première ronde. Si c'est pas ça, c'est une grosse perte pour Bergevin. Bergevin. Il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu plusieurs bonnes affaires, mais je suis d'accord avec toi, sérieusement. C'est un des Bergevin, là. Bergevin, il a fait un move de comment dire? Un move urgent. Un move urgent. Puis, je pense même pas que Dvorak valait un choix de premier tour à ce moment-là. Fait que je pense que c'est impossible que Montréal retouche un choix de première ronde avec Dvorak. Présentement. C'est un choix de première et de 2e conditionnel, je me souviens bien, ou 3e conditionnel, je m'en souviens plus. Là. Mais c'était cher payé pareil. C'est le premier qui était. C'est le premier qui est conditionnel. Dans le fond, là, si le premier choix, là, si il est en dehors du top 10, fait que si Montréal, là, j'ai écrit là-dessus, là, fin de parenthèse, j'ai écrit là-dessus aujourd'hui, vous irez lire le texte surtout sur lehockey.com. La pause là, de la COVID, là, mettons qu'elle s'extensionne, puis là, c'est beaucoup spéculatif ce que je vais dire, là, mais mettons qu'elle s'extensionne, là, il y a déjà beaucoup de matchs à reprendre. Elle s'extensionne, création d'une division canadienne, c'est des rumeurs, c'est pas sûr encore, mais quand même. Plus on étire les matchs vers l'été, plus que les blessés vont tous revenir, puis qu'ils n'auront pas manqué autant de matchs qu'on s'attend,
Fait que, qui dit équipe en santé, incluant Carey Price, dit aucune chance que cette équipe-là finisse dernier. Là. Fait que moi, j'ai vraiment peur présentement que la pause de la COVID, là, ça permette aux blessés de guérir, de revenir. Puis je pense pas que le Canadien va faire les séries. Là. Je pense que c'est impossible. Mais de monter suffisamment dans le classement pour perdre ce choix de première ronde-là. Moi, j'ai vraiment peur de ça. Tout va dépendre du plan de Gorton puis du DG. S'ils se disent, OK, faut perdre, ben, sur le marché, là, je sais pas à quoi il va ressembler, là, mais après Noël, le hockey va recommencer, pas mal sûr. Puis là, il n'y aura pas d'Olympique. Fait que là, les matchs vont s'enclencher. Fait que là, je suis pas mal sûr qu'ils vont commencer à liquider avant la date limite des transactions, justement pour moins gagner. Est-ce que là, Carey Price va échanger? Je pense pas, sérieusement. Peut-être plus cet été, là, mais est-ce qu'il va se faire échanger tout court? J'en doute. Ça va être son call à lui, probablement. Oh, ouais. Bref, on va voir, là. Mais, il y a plusieurs têtes qui peuvent être échangées, donc Sherrod, ces affaires-là, là. Toffoli. Sherrod Toffoli, ce serait quand même un bon début pour pas gagner, pour vraiment enlever du moral à l'équipe, pour qu'ils perdent le plus possible. Fait que, on verra, là. Je pense pas que même dans les blessures, dans les gars blessés qui reviennent, oui, il y aura peut-être un peu plus de victoires qu'on a en ce moment, mais il y a personne qui est, sauf Carey Price, qui est vraiment un gars qui peut changer la donne au niveau du leadership de l'équipe. Il y a personne, absolument personne qui pourrait le faire selon moi. Donc, choix top 10, j'y crois encore. Choix top 5, si c'est le scénario que tu as dit, puis qu'il n'y a personne qui part, ça serait vraiment un gros fail, hein, probablement, de l'organisation. Un estige de gros fail, sérieusement. Si on est capable d'aller chercher un top 20, un top 20 puis peut-être un top 30, je serais quand même content là, au niveau des choix au pêchage. C'est Sherrod est sûrement capable d'aller chercher un top 20-25. On verra bien, mais j'espère pas. Bref, ton prochain. Deuxième des pires ajouts de l'été, Rasmus Ristolainen. Ouais. Je suis là, à un moment donné, il va falloir en revenir hein, de ce défenseur-là. Tu sais, la fameuse saison d'éclosion, elle n'arrivera jamais. Là. À un moment donné, là, c'est assez. Là. Puis je pensais vraiment que ça allait fonctionner jusqu'à une certaine limite avec Philadelphie, là, parce que pour une fois, il allait être dans la bonne chaise. Il allait pas être dans la chaise d'un deuxième défenseur. Il allait être mid-pairing, bien entouré. Puis tu sais, Philadelphie, ils connaissent leurs difficultés aussi. Fait que il y a ce facteur-là aussi qui explique pourquoi Ristolainen a juste 7 points en 27 matchs encore. Puis, mais là, il est joueur autonome cet été, fait que d'après moi, il ne re-signera pas à Philadelphie. Là. Mais ce qui est épouvantable, c'est qu'il a quand même coûté un choix de premier tour de 2021, un choix de deuxième tour de 2023 et Robert Hagg. Donc, notre ami Robert, là, qui est pas qui est pas reconnu pour sa production de points, là, on s'entend. Là. C'est plus un défenseur robuste, tu sais, qui est plus un caractère défensif, tout ça. Ben, notre cher ami Robert a 5 points en 25 matchs. Fait qu'il a la même production que Ristolainen. C'est un estige de bon trade pour Buffalo. Oui, tu sais, il a la même production que Ristolainen avec Buffalo. Ouais. Puis il est venu à Buffalo avec un choix de première ronde puis un choix de deuxième. C'est qui était repêché avec le choix de première ronde, tu sais-tu? Ça se peut-tu que ce soit Isaac Rosen? Ah oui, ça se peut. Je sais pas si c'est cette sélection-là qui a donné le choix pour Ristolainen. Mais c'est ça. C'est quand même assez gênant, là, ce défenseur-là, pour vrai. Puis, tu sais, il va assurément avoir une baisse de salaire. Là. Il gagne 5,4 millions cette année. Là. C'est sûr que sur le marché des joueurs autonomes, il n'y aura pas ça. C'est Rosen, oui, t'as raison. C'est Rosen. 14e. 14. Un choix 14 pour Ristolainen. C'est que c'était un mauvais trade. On s'entend que si on compare ça à Sherrod, je pense que Sherrod peut apporter plus que Ristolainen. Okay. Oui, ben il l'a prouvé en plus. C'est ça. Mais ça dépend tout le temps du marché. T'sais. Là, c'était un marché estival. Fait que c'est. Dans le draft. C'est ça. Fait que c'est toujours différent. Puis le dernier joueur, le pire ajout pour l'été 2021. C'est triste, mais j'ai pas le choix. Philippe Grobauer pour le Kraken de Seattle, qui est une mauvaise signature. C'est
Puis c'est pas nécessairement de la faute du joueur à 100%. Je pense qu'il y a une bonne partie aussi qu'on a voulu aller signer un goaler beaucoup trop cher en fonction de ce qu'il avait fait avec des équipes qui avaient des cohésions pas exceptionnelles, mais de très belles cohésions. Les Caps, l'Avalanche, les équipes qui ont un excellent système de jeu, de la bonne exécution. Fait que Grobauer paraissait très bien. S'en va signer un contrat avec une équipe d'expansion qui a aucune cohésion. Les joueurs n'ont jamais joué ensemble. Puis en plus, ils n'ont pas vraiment repêché du grand talent, on va se le dire. Là. Fait que tu sais, présentement, le résultat, c'est qu'en... Ben, c'est ça, c'est ordinaire, là. Le résultat, c'est qu'en 23 matchs présentement, 3,29, 882 de moyenne d'efficacité. Puis il coûte 5,9 millions par année jusqu'en 2027. Fait que ça, c'est gênant un peu. Puis, puis derrière lui, il n'y a personne pour y voler son poste. Chris Driedger, c'est la même chose. Ils ont été le chercher en pensant que ça allait être un excellent auxiliaire comme en Floride, puis finalement, ça ne fonctionne pas. C'est le repêchage expansion moffé. Là. Ouais. Ça, ce que je trouve plate, là, c'est que Grobauer, il s'est peut-être mis un peu beaucoup de pression aussi au début parce que, je sais pas si tu te souviens, il avait donné une entrevue avec le NHL.com puis qui disait qu'il voulait être ce que Fleury a été pour les Golden Knights. Ah, mais les Golden Knights, c'était vraiment mieux monté, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est bien plate, mais l'ajout de Grobauer, tu sais, à un moment donné, il n'y avait pas le choix non plus, là. Il n'y en avait pas de gardien numéro 1. Fait que Seattle a pris l'opportunité parce que l'Avalanche ne voulait pas signer Grobauer à ce prix-là. Ils ont pris cette opportunité-là. Mais c'est pas une réussite, mais vraiment pas. Ben, le Kraken n'est pas une réussite, en fait. Non, c'est ça. Exact. Peut-être qu'ils font de l'argent, c'est correct, là, mais niveau hockey, que j'ai des gros doutes sur Ron Francis. Ouais. Fait que c'est ce qui met fin à ma petite chronique pour ce soir. Fait que puis c'est ce qui met fin aussi au podcast. 9-26, quand même. Ouais. Encore une fois, je souhaite à ceux qui nous écoutent un joyeux temps des fêtes. On va se rejaser championnat mondial junior, comme on vous disait, en live sur Twitter, pendant les matchs. On regarde ça, là, ça devrait se concrétiser. En tout cas, on aimerait bien ça. Puis, pour 2022, on vous annonce en primeur que le TSLH podcast va être en vidéo à 100% maintenant. Fait qu'on va regarder, voir comment on s'organise, mais ça devrait être sous la formule un peu comme notre top 32, là, en format vidéo sur YouTube, puis ben, toujours nos audios qui vont être disponibles sur toutes les plateformes. Donc, on vous remercie. On vous remercie de votre... je ne sais pas si on va faire un autre podcast complet cette année, mais on vous remercie beaucoup de votre confiance cette année. Les années de COVID, c'est plus dur pour les blogs puis les podcasts, tout ça, mais on est satisfait de votre présence, puis c'est toujours très apprécié. Donc, si vous appréciez le podcast, ben notez-le sur Spotify, mettez des étoiles. Sur iTunes, mettez des étoiles. C'est pas grand-chose, mais pour nous, ça vaut quand même pas pire au niveau de la visibilité du podcast. Fait que on vous remercie bien gros, puis on se dit bon championnat mondial junior, on se croise les doigts que ça ait lieu.